On dit que la terre est bonne à tourner quand il n'y a plus de plis, lorsqu'on a appuyé l'autre moitié du pli. Okay. Ensuite, donc, on va façonner ce qu'on appelle des balles de terre ou des pochos, suivant les patois et les régions différentes. Alors, c'est vrai, les boules sont pesées. On les rebat encore un petit peu. Il est important d'avoir les mains bien graissées, comme on dit, c'est-à-dire enduites de barbotine et d'eau, pour que la terre ne se freine pas contre les mains. Bon, voilà, la première opération du tournage, c'est le centrage de la balle, c'est-à-dire bien mettre la balle au centre, si on peut dire. Alors là, je vais percer la meute de terre, qui est bien centrée maintenant. On va la percer pour descendre un petit puits jusqu'à laisser quand même une partie de la terre sur la girelle du tour, de façon à avoir l'épaisseur du fond. Le fond que je vais aplatir en repoussant la terre vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, on resserre cet anneau de terre. On a l'ébauche de ce que sera la paroi. Et c'est la première phase de l'apprentissage de potier, c'est d'apprendre à monter des cylindres corrects. Là, je commence à ébaucher la forme. Donc par quelques passées successives, j'arrive à monter à peu près ma dimension. Et là, je vais commencer à travailler avec des outils qu'on appelle des aztèques ou des calibres, suivant aussi les régions de poterie. Et ça va me permettre d'avoir la forme définitive et un aspect lissé. Là, je vais resserrer le col, de façon à ce que les deux courbes, la courbe de la panse du pot et la contre-courbe du col, se raccorde de façon agréable à l'œil. Alors j'aime bien laisser aussi des arêtes sur les bords, sur les cols par exemple, pour la simple raison que d'une part, ça fait des lignes qui cernent bien la forme, qui architecturent la forme, et qui ont l'avantage en plus lorsqu'on va les engober, c'est-à-dire lorsqu'on va poser la couleur, qui est sous forme d'argile liquide. Ceci va contribuer à accentuer ces rainures, ces stries, et donner de la vigueur à la forme. Je vais éponger l'eau qui reste au fond du pichet pendant le tournage. C'est très important. Dans toutes les parties du pot sont les mêmes mots que le corps humain à peu près. On appelle le bas du pot, c'est le pied, la panse, le ventre, le col, et le bord supérieur, c'est la lèvre en général. Là, je vais affiner un tout petit peu la lèvre à l'emplacement du bec. C'est la partie. Le fameux fil à couper le beurre. Pour séparer le pot tourné de la girelle du tour, et la pelle pour pouvoir l'enlever du tour. Il ne faut jamais perdre de vue que la terre est constituée de beaucoup d'eau qui s'évapore au fur et à mesure des opérations jusqu'à la fin de la cuisson, bien sûr. Et tout au long de ces opérations, il y a un retrait qui se fait. Donc si la vitesse de retrait est différente entre le pot et les anses, on risque d'avoir des gros problèmes de fente ou carrément même de décollement complet.
stries de façon à accentuer la facilité de collage. De la barbotine de tournage qui fait office de colle. Il y a toujours un léger décalage, un léger angle. Chaque potier a sa façon de poser ses anses. Et on peut reconnaître des pichets à la façon dont les anses sont posées. Chez certains potiers, c'est tellement caractéristique. Là, je vais procéder à l'étirement. Donc je descends ma terre en la pinçant légèrement. C'est super. Ouais, joli. En termes de terre vernissée, de poterie vernissée, la couleur de fond s'appelle un engobe. J'utilise donc pour le fond principal la terre dite terre de Mayonnaise, comme pratiquement tous les potiers du quart sud-est de la France l'utilisaient depuis même le XVIIIe siècle. C'est une terre qu'on trouve pas loin de Bourg-en-Bresse. Il n'y a malheureusement plus de carrière en exercice à l'heure actuelle. Dans la pratique, je la laisse quelques jours comme ça se faire, jusqu'à temps qu'elle puisse être tamisée relativement facilement. Donc ça a besoin d'être tamisé vraiment très fin. Alors c'est assez fastidieux, mais des fois ça permet de rêver à ce qu'on va faire dans la suite, pour passer le temps. Voilà, donc j'arrive presque au bout du tamis de 80, et le bain que j'ai obtenu, je vais le retamiser au tamis de 100, parce qu'en fait, en plus c'est une terre qui contient beaucoup de sable, de silice, et comme la silice ne fond pas à la température auquel j'ai cuit mes pots, si je laissais tous les grains de sable, toutes les poteries que je fabrique auront un aspect très très granulé. Je fabrique après d'autres couleurs éventuellement, en ajoutant à cette terre blanche des oxydes métalliques, tels que l'oxyde de cuivre par exemple qui va m'obtenir des verts, l'oxyde de cobalt qui va m'obtenir des bleus, l'oxyde de manganèse qui va me donner des tons bruns. Si j'engobais à la fois l'intérieur et l'extérieur en même temps, ça détremperait beaucoup trop la terre elle-même du pot et tout s'effondrerait. Donc le premier jour, je remplis les pots et je les revide tout de suite de façon à napper l'intérieur du pot avec l'engobe. J'attends encore quelques heures suivant la saison ou les températures, etc. Et dès que le pot est de nouveau assez ferme, à ce moment-là, j'engobe l'extérieur. Et d'un mouvement de rotation, je nappe l'intérieur de cet engobe. Donc voilà les couleurs que je vais utiliser pour les décors. Ce rose va être en fait la couleur bleue avec l'oxyde de cobalt. Je n'ai pas parlé du rouge à l'autre bout. Le rouge étant un mélange de terre naturelle que je vais chercher dans des carrières également, un peu partout dans le centre de la France. Le bas-relais, on le bouchait avec un bouchon et un écoulement qui était généralement une plume d'oie. Et pour contrôler l'écoulement de l'engobe, il suffisait d'ouvrir un petit peu ce trou et par le passage d'air, l'engobe s'écoulait sur le pot. C'est parti. La poire a donc remplacé le bas-relais. Ils sont un peu mous. Et le verre. Ça, il le manipule, ça fait ces marbrures, on appelle ça aussi des marbrures quelquefois, et qui sont en fait le jaspé, et c'était le décor traditionnellement en vogue dans les poteries de Cluny jusque dans les dernières années 70, début 80. Là, je laisse vagabonder un petit peu la poire, suivant le...
assez spontanées en général, qui me sont inspirées par les courbes que je trouve en cours, soit le pied, l'anse. Je fais toujours une référence aux courbes générales de l'objet. Voilà, donc là je vais le laisser sécher. Et dans quelques temps, quand j'aurai fait toute une série comme ça à la poire, je reviens ensuite au pinceau avec des couleurs qui peuvent être du vert, du jaune. En général, je travaille sur des tons comme là, c'est dans le gobe rouge. Je vais intervenir avec un vernis de décor vert ou quelques taches d'oxyde de fer qui vont me donner un rouille pour rester en harmonie. Je fabrique un vernis, puisqu'on parle de terme vernissé, qui est en fait une couverte, c'est-à-dire un ensemble de corps chimiques qui vont avoir la particularité, suivant leur dosage, de pouvoir fondre, comme un verre en fait, fondre et devenir transparent à une température donnée dans le four. En l'occurrence, là, je cuis aux alentours de 1050 degrés. Là, le décor est fini, comme je l'avais dit, avec des reprises au pinceau de verre sur un décor libre à la poire. Alors maintenant, donc, on arrive à l'opération ultime, qui va être la cuisson des pots, et donc l'enfournement, qui est un véritable jeu de construction. Nous voici à l'instant fatidique, l'ouverture de la porte du four, après une cuisson d'environ 8 heures et une trentaine d'heures de refroidissement. Et voilà les fameux pichets que vous avez vus depuis le début, dans la cave, sous forme de balles de terre. Voilà ce qui sera donc exposé et vendu à des prix très raisonnables au marché des potiers 2002. Une réussite ensoleillée. Alors bienvenue, et puis la main ferme sur le pot que nous sommes heureux de vous offrir. Merci. Je cherchais Kay. Regardez les choses. Alors, si tu es d'accord. On achèterait tout, non ? Tiens, un bouchon décalé, c'est pas mal. Il est certain que ce ne sont pas non plus les moines de Cluny qui ont fondé, qui ont apporté la vie et l'économie dans le lieu. Jalony devait être occupé bien avant. Et un premier lieu de culte a été découvert il y a déjà plus de 20 ans, au-dessus du mont Saint-Pierre, qui nous domine, et qui est antérieur en plus à cette fondation. Voici bon pour les éléments historiques. Les éléments patrimoniaux que nous avons le plaisir d'admirer aujourd'hui, c'est bien entendu l'église. Avant d'évoquer en quelques mots son architecture, j'évoquerai l'ensemble des bâtiments qui sont encore fort mal connus à Jalony. Il y a entre autres des fragments de cette enceinte, de ce doyenné. L'une des portes de cette enceinte est tout près de nous, sur votre droite. Il n'en reste qu'un jambage, donc nous sommes en quelque sorte au devant de l'enceinte de ce doyenné, à l'extérieur de la clôture. Et il y a surtout découvert et identifié depuis assez peu de temps un énorme bâtiment extrêmement important qui est la grange elle-même. Cette grange est tout à fait remarquable par son architecture, elle est très cachée,
totalement imbriquée dans les bâtiments qui jouxtent l'église. Et cette grange est tout à fait remarquable car actuellement, c'est la seule grange clunisienne, la seule connue de tout le monde clunisien.